en cas de guerre, en cas de risque de guerre, en cas de marche à la guerre, il y a deux positions qui existent historiquement à gauche, d'accord? Soit il y a la position de l'union nationale, ok? Au moment de la Première Guerre mondiale, c'était ce qu'on appelait l'union sacrée, c'est-à-dire que c'est placer la défense de la patrie, tu vois, avec un grand P, au-dessus de tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a une urgence sur la mère patrie, et donc tout le reste, la lutte des classes, les luttes sociales, on va mettre ça entre parenthèses, le temps de la guerre. Donc on appelle ça aussi le social-chauvinisme. C'est ce qui a été fait par les socialistes au moment de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est, on dirait, ce qui est un petit peu en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire, l'intérêt de la nation et de la France est au-dessus de tout le reste, au-dessus de la lutte des classes. Et l'autre position, qui date aussi de la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle le défaitisme révolutionnaire. C'est accentuer la lutte des classes le plus possible pour justement empêcher que la guerre soit possible. Si ça ne fonctionne pas et que cette tactique ne permet pas d'empêcher la guerre en amont, soit qu'on arrive trop tard, soit qu'on n'est pas assez puissant, soit qu'il n'y a pas une conscience de classe assez forte dans le pays, dans ce cas c'est transformer la guerre en guerre civile. Amener la guerre à l'intérieur du pays, soit la révolution arrive à empêcher la guerre, soit la guerre va engendrer la révolution à l'intérieur du pays. Et c'est ça en fait. Les deux positions de la gauche historique qui se sont, bon, je dirais pas qu'ils sont affrontées, parce que clairement c'est l'Union nationale qui l'a clairement emporté aujourd'hui dans la France de 2024. Aujourd'hui, 100% de la gauche actuellement, elle est dans le cas numéro 1, et purement par opportunisme en fait. Sans vous parler de Glucksmann, d'accord ? Je veux dire, on peut se passer de parler de Glucksmann là-dessus, vous avez tous compris, c'est même directement un agent des États-Unis, genre il y a même pas à chier quoi. On peut aussi éviter de parler de Jadot et de ces potes-là qui étaient à plein de manifs, soutien à l'Ukraine, à côté de drapeaux bandéristes, de néo-nazis et tout, genre ils s'en foutaient quoi. Le plus important c'était le soutien à genre l'Europe, l'Union Européenne, l'OTAN et le bloc occidental, tu vois, genre le reste ils s'en foutent quoi. Il y a aussi l'exemple de la LFI qui est très marrant, Eux ils sont en mode populiste à fond, et checker là ce qu'ils font leurs élus. L'agenda de Bastien Lachaud, qui est leur spécialiste militaire, tu vois. Déjeuner avec une haute autorité militaire. Ok, jour suivant, déjeuner avec une haute autorité militaire lundi. Vendredi, déjeuner avec une haute autorité militaire. En fait, toutes les semaines, ils déjeunent tout le temps avec des gros bonnets de l'armée. Commission de défense, déjeuner avec une haute autorité militaire. Là, on est en mars, déjeuner avec une haute autorité militaire, réunion avec les industriels de l'aéronautique, réunion de travail avec les industriels de la défense. C'est un truc de ouf. Et là, exercice Orion, embarquement sur les porte-avions Charles de Gaulle. Vous voyez ce que les gens appellent gauche en France ? Et je vous passerai une vidéo que je voulais mettre, son bras droit là, Aurélien, je sais plus quoi, qui est avec lui à la commission défense. Voilà, il s'inquiète du désarmement de la France là. Effectivement, nous sommes d'accord pour dire que la société est plus capable de se défendre si les mérites en son sein sont reconnus et sur la base de critères partagés. Et à ce titre, votre audition est la bienvenue. Et le mec après, il le reprend, il le défonce, vous allez voir, c'est marrant. Au passage, une petite remarque idiote, hein, mais on dit mon général. Et pas général. C'est un truc de journaliste, mais journaliste général. Voilà le prix que tu payes pour faire le laquais de l'armée et des tueurs. Genre le cointre là, c'est un mec qui était là au Rwanda dans l'opération turquoise. Et évidemment, comme tous les autres, suspect d'avoir violé des réfugiés. Et d'avoir laissé faire le génocide. Mais sinon, on dit mon général, le mec de la ici, d'accord ? Pardon maître. Voilà pour ce qui est de la gauche en France, d'accord ? Et voilà pourquoi je voulais vous montrer, vous parler de ce truc de défaitisme révolutionnaire qui n'existe plus aujourd'hui, d'accord. Donc on va voir l'apparition de ce concept qui est chez les socialistes, avant qu'il y ait en fait des communistes, en fait, avant qu'il y ait l'international communiste, avant qu'il y ait tous les PC, c'est-à-dire c'est dans les années 1900-1910 qu'on va se plonger. On va voir ça, l'apparition du défaitisme révolutionnaire comme concept dans son contexte. Et vous allez voir les points communs qu'il y a avec la situation actuelle. D'abord, j'ai changé la musique pour se mettre dans la situation. Là, on est à la fin de la belle époque. Les socialistes, les marxistes, ceux qui étudient la société en termes de contradiction et de rapport entre classes, voient bien que c'est une période d'accumulation capitaliste. Le capitalisme fonctionne par cycle d'accumulation. Ça, tous les marxistes le savent en fait. C'est démontré depuis longtemps dans Le Capital de Karl Marx, depuis au moins 70 ans à ce moment-là, que cette époque d'accumulation est terminée et que les grandes puissances vont à nouveau se foutre sur la gueule pour sauver leur économie chacun. Je vous montre là en 1911, c'est la propagande qu'il y a dans les journaux. Donc là, c'est pas la Russie, mais à l'époque c'est l'Allemagne du Kaiser, les deux côtés de la frontière. D'un côté les vaines menaces, ici le calme et le sang-froid. Et donc il y a les méchants et les gentils, et les gens sont nourris de cette propagande de guerre contre l'ogre allemand tout le temps. Ok ?
Donc bon, évidemment, s'il y avait eu Hitler avant, ils auraient dit oui, c'est un nouveau Hitler, etc. Bref, vous connaissez. Et donc, les socialistes qui sont conscients, qui ont une conscience de classe, et qui ont quand même un mouvement assez déter et assez massif quand même à ce moment-là, faut quand même savoir que genre 5 ans après, les communistes vont prendre le pouvoir en Russie par exemple. Et il y aura des révolutions en Italie, en Allemagne, etc. Donc c'est quand même autre chose qu'aujourd'hui. La propagande bat son plein. Et donc les socialistes se réunissent en Suisse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont exilés, bien sûr, et qui votent ensemble ce texte fondateur du défaitisme révolutionnaire, en tout cas de la stratégie de la gauche et du mouvement ouvrier contre la guerre. Je vous en lis un petit bout, hein, je ne vais pas tout lire non plus. L'Internationale a formulé, dans ses congrès de Stuttgart et de Copenhague, les règles d'action du prolétariat de tous les pays pour la lutte contre la guerre. Si une guerre menace d'éclater, c'est un devoir de la classe ouvrière dans les pays concernés, c'est un devoir pour leurs représentants dans les parlements, avec l'aide du Bureau socialiste international, ceux qui ont rédigé ce papier, force d'action et de coordination, de faire tous leurs efforts pour empêcher la guerre par tous les moyens qui leur paraîtront le mieux appropriés et qui varient naturellement selon l'acuité de la lutte des classes et la situation politique générale. Okay, au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c'est leur devoir de s'entremettre. Donc les représentants de la classe ouvrière de tous les pays belligérants, c'est-à-dire allemands et français, de s'entremettre entre eux pour faire cesser promptement la guerre et d'utiliser de toute leur force la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. Les travailleurs considèrent comme un crime de tirer les uns sur les autres pour le profit des capitalistes, ou l'orgueil des dynasties, ou les combinaisons des traités secrets. Si les gouvernements, supprimant toute possibilité d'évolution régulière, acculent le prolétariat de toute l'Europe à des résolutions désespérées, c'est eux qui porteront toute la responsabilité de la crise provoquée. L'Internationale redoublera d'efforts pour prévenir la guerre par sa propagande toujours plus intense, par sa protestation toujours la plus ferme. Le Congrès charge en cet effet le bureau de suivre les événements et de redoubler d'attention, de maintenir la communication entre tous les partis de tous les pays. Le prolétariat a conscience que c'est sur lui que repose à cette heure tout l'avenir de l'humanité, et il emploiera toute son énergie pour empêcher l'anéantissement de la fleur de tous les peuples, menacés de toutes les horreurs de massacres énormes, de la famine et de la peste. Le Congrès fait appel à vous, prolétaires et socialistes de tous les pays, pour que dans cette heure décisive, vous fassiez entendre votre voix. Affirmez votre volonté sous toutes ses formes et partout. Élevez de toutes vos forces vos protestations unanimes dans les parlements. Unissez-vous dans des manifestations et actions de masse. Utilisez tous les moyens que l'organisation et la force du prolétariat mettent entre vos mains, de telle sorte que les gouvernements sentent constamment devant eux la volonté attentive et agissante d'une classe ouvrière résolue à la paix. Opposé ainsi au monde capitaliste de l'exploitation et du meurtre des masses, le monde prolétarien de la paix et de l'union des peuples. Voilà ce que disait l'Internationale socialiste en 1912, d'accord ? Donc ils ont senti le vent venir, ils ont senti le casse-pipe arriver. Il faut savoir que c'était déjà arrivé, d'accord ? C'est pas la première fois, on appelle ça la Première Guerre mondiale, mais avant ça, ils ont quand même pu analyser la guerre de 1871. Et entre la France, la Prusse, etc., qui a fini comme vous connaissez avec la Commune de Paris. Et du coup, il y a cette expérience dans le mouvement ouvrier, et il y a ces textes qui commencent à apparaître. Sauf qu'évidemment, c'est bien de l'écrire en papier, sur le papier, quand t'es exilé, sauf que quand arrive l'heure de l'action, là, l'opportunisme devient de plus en plus difficile, de plus en plus tendu, quoi, et ça prend les gens au tripes. Parce qu'évidemment, la marche de l'histoire, des fois, est trop haute si t'es pas prêt idéologiquement. Et donc la moindre erreur de positionnement peut coûter très cher. Donc malheureusement c'est resté du papier, et l'opportunisme a fait qu'en 1914, ils sont quasiment tous baltringués, ils ont quasiment tous voté les crédits de guerre, sauf 2-3 résistants, quoi. Moi je vois juste des lâches qui ont fui leur pays et qui ont prôné le désarmement avant la guerre, qui ont détruit la France. C'est le vrai Sardou qui parle, ou c'est son fils? Non, je crois que le vrai il est mort. La passivité française devant la déclaration de guerre en 1914. Là je vous lis un article de matérialismedialectique.com. Donc ça c'est évidemment comment les socialistes français ont totalement baltringué devant cette déclaration de Bâle en fait. Donc là, jusqu'à un mois avant la guerre, toute la gauche est contre la guerre, ok ? Tout cela a disparu comme par enchantement. Le même jour, Jean Jaurès était assassiné alors que l'Allemagne déclarait la guerre à la France. Le lendemain, le gouvernement français annonça la mobilisation générale. Dans la bataille syndicaliste du 2 août 14, la capitulation fut annoncée comme suit dans le message de la CGT. Femmes qui pleuraient en ce moment, nous avons tout fait pour vous épargner cette douleur, mais hélas, nous ne pouvons aujourd'hui que déplorer le fait accompli.
Ce que nous réclamons de tous, c'est un inébranlable attachement au syndicalisme qui doit traverser et survivre à la crise qui s'ouvre. Aussi fermement qu'hier, nous devons conserver l'intégralité de nos idées et la foi de leur triomphe définitif. Donc là, ils admettent qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser assez contre la guerre pour l'empêcher. La SFIO tint une assemblée le 2 août, le secrétaire général Louis Debreuil expliquant que, fidèles aux engagements qui furent toujours les nôtres, notre devoir est donc de protéger l'indépendance et l'intégrité de notre France républicaine et pacifique si elle est attaquée. Ok, là, il commence à capituler. Mais nous n'oublierons pas d'autre part que nous sommes les membres de l'international. C'est une guerre de défense à laquelle un sinistre destin nous accule. Bref. Idéologiquement, ils ont capitulé. Là, ça se voit là. Ils ont changé de discours. Et bon, bah ok, on est devant le fait accompli. Du coup, on participe à la guerre. Tout d'un coup, ils récupèrent tout le discours guerrier de l'Union Sacrée. Ils se rangent et ils disent en fait, c'est une guerre de défense. On est acculés. Je suis désolé pour les prolétaires allemands qu'on va tuer. Mais voilà, c'est comme ça. Suce au monstre. Ça, c'est le petit journal qui titre ça. On peut trouver ce journal dans toutes les brocantes en France. Hein. Dimanche 20 septembre 1914, le monstre allemand. Autoritaire, bien sûr, hein, comme maintenant avec Glucksmann, les régimes démocratiques contre les régimes autoritaires. Suce au monstre, c'est parti pour la guerre. La gauche s'est ralliée, tout le monde s'est rallié, ils ont capitulé. Et puis, bah voilà, il y a ceux qui tiennent bon la ligne, dont le tonton derrière qui tient bon la ligne en fait, et c'est lui qui va porter ce truc de défaitisme révolutionnaire et qui va le rendre concret, qui va en faire que ce sera pas que du papier. Ah, évidemment, pour lui aussi c'est trop tard pour empêcher la Première Guerre mondiale, mais il va porter ça plus loin en disant, en rappelant ce qui était dit au congrès de Bâle, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à empêcher la guerre, alors dans ce cas on continuera de s'organiser pour se servir de la crise déclenchée par la guerre pour faire effondrer le régime capitaliste. Et en fait c'est comme une menace à double tranchant. Comme je disais tout à l'heure, soit la révolution arrive à empêcher la guerre, soit la guerre va mener à la révolution. Et quoi qu'il arrive, ils sont baisés. Et donc, il y a le tonton derrière qui était lui aussi en exil en Suisse, et il revient d'exil en Russie, et il s'apprête à foutre le fire. Thèse sur la guerre écrite par Lénine le 24 août 1914. Donc c'est vraiment au même moment, ou peut-être 2 semaines après, où il voit toute la gauche allemande, russe, française, anglaise se vendre et se lier à l'appareil de guerre capitaliste. La guerre européenne et mondiale présente tous les caractères d'une guerre bourgeoise, impérialiste, dynastique. La lutte pour les marchés et pour le pillage des autres États, la volonté d'enrayer le mouvement révolutionnaire du prolétariat et de la démocratie à l'intérieur des pays belligérants, la tentative de duper, de diviser et de décimer les prolétaires de tous les pays en jetant les esclaves salariés d'une nation contre ceux d'une autre au profit de la bourgeoisie, tel est le seul contenu réel de la guerre, telle est sa signification. L'attitude des chefs du Parti social-démocrate allemand, le plus fort et le plus influent des partis de la Deuxième Internationale pourtant, qui ont voté les budgets de guerre et qui reprennent la phraséologie bourgeoise et chauvine, est une trahison pure et simple du socialisme. Cette attitude ne peut se justifier en aucune façon. Bon après, ils dénoncent tout le monde, ils défoncent tout le monde, genre les chefs du socialisme belge, français, allemand, la social-démocratie de Russie, dont il est le chef à ce moment-là, a pour tâche essentielle et primordiale de mener un combat impitoyable contre le chauvinisme grand russe et monarcho-tsariste. Le moindre mal serait la défaite de la monarchie tsariste. Les mots d'ordre de la social-démocratie doivent être actuellement vaste propagande dans l'armée comme sur le théâtre des opérations en faveur de la révolution socialiste et de la nécessité de tourner les armes non pas contre ses frères, je surligne, les esclaves salariés des autres pays, mais contre les gouvernements et les partis réactionnaires et bourgeois de tous les pays. Nécessité absolue d'organiser des cellules et des groupes illégaux dans les armées de toutes les nations afin d'imner cette propagande dans toutes les langues. Il propose de continuer la stratégie jusqu'au bout et de retourner les armes contre les dirigeants en fait, contre les généraux et contre la classe dominante de son pays. Transformer la guerre en une guerre civile, ce qui était le plan en fait du congrès de Bâle et des socialistes depuis 1912, ce qui était écrit sur le papier et ce que tous les socialistes ont lâché et ont trahi dès le premier jour de la guerre. Et donc il écrit aussi le socialisme et la guerre. Et là c'est un peu plus précis. Donc c'est écrit en 1915. Les socialistes ont toujours condamné les guerres entre peuples comme une entreprise barbare et bestiale. Mais notre attitude à l'égard de la guerre est foncièrement différente de celle des pacifistes, partisans et propagandistes de la paix, bourgeois et des anarchistes. Nous nous distinguons des premiers en ce sens que nous comprenons le lien inévitable qui rattache les guerres à la lutte des classes à l'intérieur du pays, que nous comprenons qu'il est impossible de supprimer les guerres sans supprimer les classes et sans instaurer le socialisme. Et aussi en ce sens, nous reconnaissons parfaitement la légitimité, le caractère progressiste et la nécessité des guerres civiles, c'est-à-dire de la guerre de la classe opprimée contre celle qui l'opprime. Et en fait, c'est en ce sens-là qu'il se dit pas pacifiste, c'est genre paix entre les peuples
mais guerre entre les classes. En gros, grosso modo, c'est ça, c'est l'ancêtre de ce slogan-là, quoi. Du pacifisme et du mot d'ordre de la paix. Donc là, il va parler encore du pacifisme. L'état d'esprit des masses en faveur de la paix exprime souvent le début d'une protestation, d'une révolte et d'une prise de conscience du caractère réactionnaire de la guerre. Tirer profit de cet état d'esprit est le devoir de tous les social-démocrates. Ils participeront très activement à tout mouvement et à toute manifestation sur ce terrain, mais ils ne tromperont pas le peuple en laissant croire qu'en l'absence d'un mouvement révolutionnaire, il est possible de parvenir à une paix sans annexion, sans oppression des nations, sans pillage, sans que subsiste le germe de nouvelles guerres entre les gouvernements actuels et les classes actuellement dirigeantes. Quiconque désire une paix solide et démocratique doit être partisan de la guerre civile contre les gouvernements et la bourgeoisie. Évidemment, maintenant, on va parler de l'application de ça dans le contexte actuel. Ça veut dire dénoncer tous les prétextes bidons des va-t-en-guerre actuels et de la propagande de guerre dans les médias. Dénoncer tous les prétextes bidons des va-t-en-guerre, ça me paraît évident, d'accord? Tous les libéraux aujourd'hui qui se disent de gauche et qui disent non mais il faut déclarer la guerre à la Chine, à la Russie, etc. et qui concentrent tout leur discours pour dénoncer d'autres pays, tu vois, des rivaux de la France, on vous voit les gars, d'accord? Et la propagande de guerre dans les médias, alors elle passe principalement par LCI. LCI c'est vraiment flagrant, genre vous voyez toutes les vignettes de LCI sur YouTube, c'est que des dingueries, comme quoi les Russes sont tous des monstres et des alcoolos, alors en même temps ils sont très faibles mais en même temps ils sont très méchants, donc ça compense. Dénoncer tout ce qui va dans le sens de l'union nationale et du social-chauvinisme, c'est-à-dire la deuxième position de la gauche, qui est pas une vraie position, c'est juste l'opportunisme, quoi, en fait. Il y a plein de partis aujourd'hui qui vont se dire pour la paix, mais qui pourront pas tenir, et à la dernière seconde vont dire bon bah voilà, genre comme la CGT et la SFIO à l'époque en 1914. Devant le fait accompli, on est forcé de soutenir la guerre, notre pays avant tout et tout. Et il faut mobiliser les gens dans ce pays et la société civile, c'est ce que j'essaie de faire avec ma petite compile, vous voyez, ouais. Autour du refus de la guerre, quoi. Et réimpulser la lutte des classes à travers ça. Constituer un front, en fait, il faut voir que c'est la priorité de l'époque. Et qu'en fait, c'est la matrice des prochaines années à venir, quoi. Toutes les décisions, là, les restructurations du capital qu'on voit en ce moment, les mesures d'économie et d'austérité de malade qu'il va y avoir, le changement culturel, la restructuration dans les médias... Tout ça, c'est porté par la matrice de la guerre, l'économie de guerre, etc., etc. Il faut le voir, ça. Il faut constituer un front autour de ces mots d'ordre-là. Aujourd'hui, là, à gauche, je vois personne dire le moindre truc comme ça. Et je me sens seul, un truc de ouf, avec mon pauvre stream. Hein. Franchement, c'est aussi pour ça que je me suis décidé de faire ce stream. C'est que il fallait bien que quelqu'un le dise un jour, quoi. Il y a quelques sites de gauche qui le disent, là, que je vous lis, là, genre à gauche.org et tout. Mais... il faut partir à l'assaut, là, il commence à être tard, les gars. Les difficultés, évidemment, pour appliquer cette stratégie-là aujourd'hui, c'est que c'est pas la même société, et maintenant les gens sont apathiques à un truc de fou, à cause de la société de consommation, à cause de la confiance aveugle que tout le monde a développée envers les institutions républicaines. Hein. Toutes les assos que je connais, que ce soit dans mon domaine contre la chasse et tout, maintenant, tout le monde fait appel à l'État et appel à l'aide de l'État. Genre tous les trucs, genre... le procès du siècle, etc. Ils appellent à participer aux consultations publiques et tout. Ils veulent un rendez-vous avec le ministre pour peut-être obtenir un petit amendement et tout. Les gens, la gauche et les assos font entièrement confiance à la stabilité et la légitimité du régime. Ce qui fait que dépasser ça là, pour mobiliser tout le monde contre la guerre, alors que tous les médias vont aller dans le sens de la guerre, ça va être extrêmement dur. Hein. Ça va être un taf ardu de fou. Hein. C'est pour ça que j'essaie de pas trop me perdre dans d'autres trucs. Parce que ça me semble être le truc de fond pour lequel il faut mobiliser. Et la conscience de classe en France, parce que ce truc de défaitisme révolutionnaire, ça demande une conscience de classe extrême. Il faut qu'une grande partie des gens voient l'appartenance à leur classe sociale plus importante et supérieure qu'à l'appartenance à leur pays et tout. Et je vois pas ça du tout. Et en fait, les gens ils votent FN et tout, donc c'est pas du tout... c'est vraiment chaud, hein. Alors après, évidemment, c'est un mouvement dialectique. Hein. Le changement de situation va s'accélérer, là, on le voit toutes les semaines, quoi. Et on est dans une situation d'escalade à la guerre qu'on n'aurait pas imaginé il y a 1 an, et encore moins il y a 2 ans, quoi. Tout ça aurait été impossible aujourd'hui, genre des exercices de l'OTAN à la frontière russe et tout, genre on n'aurait pas imaginé ça aujourd'hui, quand Macron et tout faisait semblant de pas y toucher, etc. La situation pouvant changer assez rapidement, la conscience de classe peut se régénérer en voyant ça, évidemment. Les gens voulant pas aller au casse-pipe vont se réveiller, peut-être. En tout cas, je vais essayer de participer à ça, et je vous engage à le faire aussi.